Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la loi agriculture et alimentation arrivée au Sénat. Le texte comporte des mesures qui auront un impact direct sur le consommateur. Certains considèrent déjà qu'il est lésé, ce consommateur. Sa santé, mais aussi son pouvoir d'achat, serait sacrifié sur l'autel des lobbies agricoles. Les accusations sont violentes et nous y reviendrons avec nos invités, mais nous verrons également si les promesses d'Emmanuel Macron sont tenues. Le discours de Rungis réconcilie à peu près tout le monde, consommateurs, agriculteurs, écologistes. Où en est-on après l'étape parlementaire? Qui sont les vrais gagnants de ce texte? Nous en débattrons avec nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera Sébastien Arzac de l'association L214 Éthique et Animaux à Jérémy Deserle, président des jeunes agriculteurs. Nous reviendrons sur un autre volet du texte, celui qui concerne le bien-être animal. Une expérimentation pour la vidéosurveillance dans les abattoirs a été votée, mais la mesure est jugée largement insuffisante par certains. Faut-il rendre obligatoire les caméras dans tous les abattoirs? C'est l'une des questions dont nous débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons Dominique Volton. Le sociologue a coécrit un livre avec le pape François. Il nous dira ce qu'il a pensé de la rencontre d'Emmanuel Macron avec le souverain pontife ce matin. Entretien d'une durée record, accolade très chaleureuse. Le style Macron a-t-il séduit? Nous en parlerons avec lui. Mais d'abord, cette loi alimentation. Le texte est arrivé à la Haute Assemblée et les sénateurs comptent apporter quelques retouches sérieuses à la version votée par les députés. Le bio dans les cantines, les pesticides, la régulation des prix. Ces ajustements parlementaires font-ils mentir les promesses du chef de l'État? Avant d'en débattre, le point sur ces changements avec Jordan Klein. C'est une proposition phare du projet de loi alimentation. Imposer un minimum de 20% de produits issus de l'agriculture biologique dans les cantines. Après avoir été supprimée par le Sénat il y a quelques semaines, la majorité de droite est finalement revenue aujourd'hui en commission sur sa décision. Satisfaction donc des sénateurs écologistes. Ce projet de loi va bien au-delà. La question du bien-être animal est soulevée avec par exemple l'expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs. Mais l'idée générale est surtout de garantir de meilleurs revenus aux producteurs. Et pour y arriver, plusieurs choses. Fixer notamment le prix de vente en fonction des coûts de production. Relever à 10% le taux de revente à perte, mais aussi confier aux organisations interprofessionnelles la définition d'un indicateur. Nous, on est pragmatique, on sait bien que sur le terrain, c'est pas si simple que ça. On sait par exemple que l'interprofession viande a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un indice, sur un indicateur de prix de revient. C'est complexe la viande, c'est plus facile sur le lait. L'interprofession lait, il a déjà fait son indicateur. Et donc, en cas de désaccord, l'observatoire, ils ont toutes les données. Ils ont toutes les données, donc c'est eux qui diraient, voilà, nous on considère que le prix de revient dans tel domaine, c'est ça. L'examen qui commence aujourd'hui en séance devrait a priori se terminer vendredi. Plus de 700 amendements seront examinés. Avec nous pour aller plus loin ce soir, Joël Labbé, sénateur écologiste du Morbihan, membre de la commission des affaires économiques. Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, membre de la commission des affaires économiques également. Daniel Grémillet, sénateur LR des Vosges, vice-président de la commission des affaires économiques. Et Gilles Fumet, géographe, spécialiste de l'alimentation, auteur de ce livre, l'Atlas de l'alimentation. Merci à tous les quatre. Avant de vous donner la parole, je voudrais tout de même vous faire écouter un extrait de ce discours d'Emmanuel Macron le 12 octobre dernier. Le discours fondateur de Rungis, c'était lors des États généraux de l'alimentation. Écoutez. Le rejet des produits chimiques, la préférence pour l'alimentation naturelle sont des lames de fond social. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est à la fois l'angoisse des consommateurs, la préoccupation légitime des concitoyens, mais la préoccupation aussi de l'ensemble du monde agricole et de leurs salariés. Fabien Gay, on entend le chef de l'État qui se souciait du sort du consommateur. Est-ce que cette loi alimentation va dans le sens du consommateur ou lèse ce consommateur? C'est une loi, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Parce que les beaux discours de Rungis sont déjà évanouis. On a un défi, il est multiple. D'abord, c'est le revenu paysan. Moi, j'ai entendu le ministre de l'Agriculture, quand il est venu devant la Commission des affaires économiques, nous parler d'un nouveau pacte social. Les mots sont forts, nouveau pacte social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes qui travaillent la terre, qui nous nourrissent, n'arrivent pas à vivre dignement. Et ils vendent moins cher que ce que ça leur coûte à produire. Ça, c'est une réalité. Sur le consommateur, Fabien Gay. Oui, mais d'abord, il faut parler des agriculteurs, avant de parler des consommateurs. Prenons toute l'échelle. Donc ça ne résout rien. Et puis le consommateur, lui, il y a tout un tas de choses sur l'indicateur des prix. Parce que ceux qui se goinfrent,
ce n'est pas les agriculteurs et les agricultrices, ce sont la grande distribution. Et donc ce projet de loi dit, on va s'occuper de ça, on va essayer de réguler un peu, mais en vérité, c'est comme si on mettait un troupeau de cheval dans un enclos de carton-pâte. Ça ne résoudra rien. Et après, il y a un autre défi d'humanité, celui-là, c'est notre environnement. Transformer notre agriculture. Moi, j'ai entendu la droite sénatoriale revenir et caricaturer parfois les positions un peu bio. On a besoin, on vit tous sur la même terre. Et aujourd'hui, cette agriculture est malade et donc il faut la transformer, offrir une nouvelle humanité à cette agriculture. Et là encore, ce projet de loi n'y répond pas. Parlons de la santé du consommateur. L'absence du glyphosate dans ce texte, de l'interdiction du glyphosate, est loin de la plus grosse déception. Regardez ce que dit François Vieilleret, président de l'association Génération Future. Le glyphosate est un symbole. Se passer de cette substance dangereuse pour la santé est une promesse présidentielle. Ne pas l'inscrire dans la loi est une terrible reculade. Au-delà même du glyphosate, le Sénat semble vouloir aller jusqu'à revenir sur l'interdiction des remises, des rabais, des ristournes sur les pesticides et les insecticides. Daniel Grémillet, est-ce qu'il y a reculade pour le consommateur, la santé du consommateur? Mais c'est pas une reculade. Au contraire, on est dans un pays où on a la chance d'avoir des chercheurs. Il n'appartient pas aux sénateurs ou aux sénatrices de dire ce produit est bon ou il n'est pas bon. C'est aux scientifiques de nous éclairer. Et aujourd'hui, effectivement, la connaissance scientifique en France n'en cesse, en Europe, et je souhaite qu'on garde cette intelligence du savoir pour nous éclairer, pour ensuite aux législateurs de prendre ses responsabilités. Mais c'est pas dans un texte de loi comme celui-ci qu'on décide que telle molécule est bonne ou est pas bonne. Il appartient dans le sujet qu'on a aujourd'hui, ce sont des choix d'orientation, des choix stratégiques pour à la fois l'alimentation humaine, la sécurité alimentaire, parce qu'on oublie une chose essentielle dans ce pays. Vous savez, il y a 61 ans, on signait le traité de Rome. Le traité de Rome, c'était écrit dans le marbre. Paysans, c'était à 6, il y avait 6 pays qui ont constitué l'Union européenne. Paysans, produisez, on va vous garantir un revenu similaire à la moyenne de la société européenne de l'époque. Les paysans ont produit, la France avait faim. Et aujourd'hui, on est dans un espace mondial où l'ensemble des pays aujourd'hui définissent une stratégie terrible, terrible dans le sens positif, pour la sécurité alimentaire des concitoyens. Parce que c'est pas écrit dans le marbre, vous savez, la sécurité alimentaire, l'assiette remplie, à tout moment, c'est quelque chose de très fragile. Et effectivement, c'est quelque chose qui s'écrit. Et aujourd'hui, que ce soit l'Asie, que ce soit les Amériques, tout le monde aujourd'hui a une politique et surtout une volonté de garantir aux concitoyens la sécurité alimentaire et sanitaire de l'alimentation. Justement, la sécurité sanitaire, est-ce qu'elle est assurée avec ce texte, Joël Labbé, pour le consommateur? Non, complètement insuffisamment. Contrairement à ce que dit Daniel Grémillet, qui dit que c'est pas à nous de décider si des molécules sont bonnes ou mauvaises, il y a un moment, c'est notre responsabilité, s'appuyant sur la recherche scientifique, évidemment. Mais alors quand on va chercher, certains scientifiques qui disent non, c'est pas si dangereux. Mais quand on voit le résultat, le problème des maladies environnementales, qui sont en train de s'exacerber partout, auprès des enfants également. La question de l'effondrement de la biodiversité, des colonies d'abeilles, ça c'est du réel, du factuel, du vécu sur le terrain. On se doit de je suis désolé, les colonies d'abeilles... On va laisser finir Joël Labbé. On se doit de prendre les mesures qui conviennent. Je ne dis pas n'importe quoi. Non, par rapport aux pesticides... Par rapport aux pesticides... les abeilles, je connais le sujet. Non, mais les néonicotinoïdes, quand j'avais enlevé ma cravate il y a 3 ans, parce que ça m'avait énervé, l'ANSES, oui, mais on a l'ANSES, c'est garanti, tout ça. 1 an et demi après, le Sénat décide d'interdire les néonicotinoïdes. Et 2 ans après, c'est l'Europe qui décide de l'interdire. Et c'est pas pour le plaisir. On connaît l'impact des néonicotinoïdes sur le système nerveux central des abeilles. Ça, c'est avéré. Ça devient insupportable de dire si on continue comme ça. Il y a d'ailleurs un amendement néonicotinoïde qui étend la définition néonicotinoïde à tous ceux qui ont des effets neurotoxiques. Et c'est normal. Et j'espère bien qu'on va revenir dessus. Gilles Fumet, j'interroge l'expert en alimentation. Est-ce que cette loi agriculture et alimentation assure la sécurité du consommateur ?
Je crois que il y a plusieurs choses dans la loi et plutôt dans ce que recherche le consommateur. Je crois que d'une certaine manière, on a une alimentation qui est beaucoup moins saine qu'on ne le dit. Et j'insiste là-dessus parce que on parle toujours de l'allongement de l'espérance de vie en disant qu'on le doit à l'alimentation. Non, on doit l'allongement de l'espérance de vie au système de soins, au système de santé, mais pas à l'alimentation. Il y a des maladies neurodégénératives qui sont quand même particulièrement handicapantes. Il faut savoir qu'une femme aujourd'hui qui a gagné 10 ans d'espérance de vie depuis une vingtaine d'années, sur ces 10 ans, elle en passe 8 en mauvaise santé. Donc je crois que là-dessus, on est quand même en attente de quelque chose de meilleur. Le sénateur Morin qui s'est exprimé il y a un instant, de la Haute-Saône, il ne dit pas que l'eau au robinet est interdite. Comment un homme politique peut dire que tout ça s'arrange, je parle à monsieur qui connaît très bien la situation en Bretagne, peut dire que ça s'arrange alors même que l'année dernière, en Haute-Saône, on a interdit la consommation de l'eau au robinet. Donc je crois que il y a une manière de traiter cette question qui est quand même... Donc texte insuffisant, c'est ce que vous nous dites, comme Joël Labbé. Oui, je pense que c'est très, très insuffisant et que, si vous voulez, moi je travaille dans un laboratoire de sciences sociales où on examine la manière avec laquelle les mangeurs pensent leur alimentation. Et aujourd'hui, je peux dire qu'ils sont beaucoup plus exigeants que ce qu'on est en train de mettre en place dans la loi. Alors, je vais vous laisser poursuivre. Juste autre promesse d'Emmanuel Macron qui, a priori, ne sera pas tenue, c'est le bio dans les cantines à hauteur de 50%. Je voudrais juste vous relire ce que le chef de l'État avait déclaré toujours à Rungis. Voici ces mots précis. Je le réaffirme ici devant vous, l'engagement d'atteindre 50% de produits bio ou locaux en restauration collective d'ici 2022 est bien confirmé. Au Parlement, on est passé à 20%. Le Sénat a même envisagé de supprimer ces 20%. Encore une promesse non tenue, Fabien Gay. Oui, mais non, il faut reprendre tout par le début parce que très bien, vous êtes là pour ça. On passe d'un sujet à l'autre. La première chose, c'est que je crois qu'ici, tous les quatre, on va se dire que c'est insuffisant sur le revenu paysan. Je crois qu'on est tous et toutes d'accord sur cette question-là. Donc, là, moi, j'appelle la droite sénatoriale et M. Grébillet, avec ses collègues, de dire si on a cette question à cœur, alors un certain nombre d'amendements, il faut les passer. La deuxième chose, on aura le débat sur le libre-échange. Parce qu'on ne peut pas avoir signé le CETA et le Mercosur qui vont ouvrir notre marché à des OGM, à des carcasses lavées au phosphore, et puis avoir une loi agricole et alimentation. Et sur le troisième chose, c'est là où on va avoir un débat, M. Grémillet. Moi, je suis désolé quand je vous entends. On sait, on est alerté. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Prenons le glyphosate, c'est dangereux. Et en premier lieu, pour les agriculteurs et les agricultrices. Moi, j'ai eu des dockers dans ma famille. Sur l'amiante, il y a 40 ans, c'était le même débat. Et les premiers qui ont été touchés, c'est eux. Donc, moi, je ne suis pas dans un discours culpabilisateur. Ce n'est pas les agriculteurs et les agricultrices qui en sont responsables. On a fabriqué ce système-là. Pendant 40 ans, on leur a dit. Maintenant, la puissance publique et le législateur, dont nous sommes tous les trois, faut dire, ça suffit, on sait, c'est mauvais pour nos enfants, pour tout le monde, donc il faut passer à un autre modèle. Et ça, c'est de notre responsabilité, M. Grémillet. Et je sais qu'au fond de vous le savez. Je peux peut-être parler parce allez-y, Daniel Grémillet. Je me trouve tout seul face à toi. Non, on a un débat. On va le laisser parler. Attendez, merci. Deux choses. La première, sur la sécurité alimentaire. Contrairement à ce que vous avez dit, je suis désolé. L'amendement, le débat qu'on a provoqué et que j'ai été à l'initiative, n'est pas de supprimer le 20% de bio. On pouvait aller à 50, voire 100% de bio. Le débat, il n'est pas là. Par contre, avoir du bio qui fait le tour de la terre pour arriver dans nos assiettes, permets-moi d'aller au bout. C'était l'argument, effectivement, très valable de la droite sénatoriale. Je suis désolé, c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est quoi? De retrouver un... Attendez, laissez-le parler. Daniel. Écoutez... on va y arriver. Je ne sais pas si on va y arriver. Enfin, je sens mal ce débat. Oh, mais non. Je n'ai pas besoin de tes allées. Je suis assez grand. Allez-y, je vous en prie. On garde le sens de l'humour. Ce que je veux dire, j'en ai beaucoup. Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, le bio n'apporte pas plus de garanties. Vous savez, et c'est faire une injure. Et j'ai repris le ministre quand il a parlé à 4 reprises d'une agriculture dans nos assiettes. Je suis
et là je ne suis pas d'accord avec vous, d'une agriculture à la fois saine, sûre, accessible à tous et durable. Si on est là, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de durable et de sain. Et qu'aujourd'hui, en France, je dis bien en France, comme dans l'Union européenne, bon nombre de pays souhaiteraient avoir la qualité de ce qu'il y a dans nos assiettes. Et pour revenir sur l'exemple que vous évoquez de glyphosate ou de je ne sais quoi, moi, en tant que parlementaire, je suis très à l'aise. Et je vous regarde dans les yeux. Si c'est pas bon, si les scientifiques me disent il y a danger, mais il n'y a pas à attendre 2022, il faut l'interdire tout de suite. Et je l'ai dit, j'ai fait d'ailleurs voter un amendement sur un autre texte, je suis très à l'aise. Par contre, il y a eu une audition il y a 15 jours, je crois, au Sénat, par la Commission de développement durable, où l'ANSES était présente. Et l'ANSES a même, dans son expression, ici au Sénat, devant les parlementaires, c'est pas moi j'écoute, c'est tout, dit le probablement cancérigène, ils l'ont même enlevé aujourd'hui sur le glyphosate. Donc on a besoin d'avoir des scientifiques éclairés. Et vous savez, il y a un gros souci dans notre pays. À force de malmener nos scientifiques, à force de malmener la recherche, si tous les jeunes vont ailleurs parce qu'ils n'ont plus confiance dans notre pays pour pouvoir effectivement remplir leur mission, on va s'appauvrir. Donc on a vraiment besoin de donner confiance aux jeunes, et les élus que nous sommes, on a besoin effectivement de s'approprier les conclusions des scientifiques. Donc là-dessus, moi je vous rejoins, mais je suis très à l'aise. Il n'est pas question d'autoriser quelque chose, et c'est là que je ne comprends pas le délai. On va poursuivre le tour de table. Bon, on l'arrête tout de suite. Il y a un doute quand même, Monsieur Grémillet. C'est ça la question. Non. Il y a un sérieux doute. Vous le savez, il y a des études qui le montrent. Non, les dernières conclusions disent que non. Moi, après... S'il y a doute, il faut interdire ou pas? C'est ça la question, le principe de précaution. Joël Labbé, sur la question des 20% dans les cantines bio, dans la restauration collective, c'est vrai que s'il faut importer des aliments bio parce que nos agriculteurs ne sont pas à même de remplir cette mission, est-ce que ça vaut le coup d'imposer un quota? Non, mais c'est faux, ça, c'est agité. En fait, sur les cantines qui fonctionnent déjà, c'est très majoritairement local. N'oublions pas que c'est pour 2022, que le but, c'est aussi d'enclencher les productions bio. En poussant à la consommation, c'est enclencher les productions bio sur les territoires. Et ça, c'est drôlement à l'avantage des producteurs. L'alimentation de proximité, c'est pour ça que je défends avec force les projets alimentaires territoriaux qui refont le lien direct entre les producteurs éleveurs et les consommateurs, qui suppriment les gros intermédiaires, ceux qui se sucrent habituellement. Donc il y a tout ça à mettre en place, mais pour 2022, déjà maintenant on peut le faire. Et pour 2022, il est évident, si on est véritablement volontariste, si on continue de dire oui mais le bio c'est ceci, c'est cela, alors que le bio c'est l'avenir. Et il y a aussi de la recherche à mener sur le bio, sur les variétés, non pas de la recherche d'apprentis sorciers qui vont aller nous chercher des VRTH et autres OGM cachés, sur véritablement les plantes associées, les variétés liées au terroir, tout ça, il y a un véritable travail à mener. Gilles Fumet, sur cette question du bio. Sur le bio, je crois que l'argument qui consiste à dire pour que les cantines puissent avoir du bio, on va être obligé d'acheter à l'extérieur, je pense que nous en sommes quand même largement responsables parce que on a freiné les conversions bio au début de ce quinquennat. Il faut quand même rappeler ça, quoi. Donc je crois que c'est assez malhonnête de dire que les Français ne pourraient pas produire du bio alors que quasiment la conversion peut aller très vite. Voilà. Et ensuite, vraiment populariser ces filières de manière à ce que, eh bien, on puisse avoir le plus large accès à ces produits. Alors, on va continuer de faire un comparatif entre les promesses présidentielles et les résultats de ce projet de loi. Parlons des prix, conséquences directes sur le porte-monnaie des Français. Face à la levée de boucliers des associations de consommateurs, le ministre de l'Agriculture l'assure, les prix ne vont pas gonfler. Écoutez. Le consommateur, il est prêt dès lors où il sait que le produit qu'il va acheter va mieux rémunérer les agriculteurs. Quand il sait que le produit qu'il va consommer va lui permettre de vivre mieux. Dès lors où il sait que le produit qu'il va acheter va rémunérer, je veux dire, l'économie de son territoire, où il va servir son économie, le consommateur, il est prêt à payer quelques centimes de plus. Mais moi, ce que j'entends, c'est que les prix vont gonfler, que l'inflation va être énorme. Et ça, ce n'est pas vrai.
C'est bon. Alors, le consommateur va-t-il seulement payer quelques centimes de plus? Ce n'est pas l'avis de Leclerc qui a commandé une étude au cabinet Analysis Group et qui en a fait une campagne d'affichage. On va la voir, cette affiche, avec ce texte. C'est confirmé, une augmentation de 10% des prix coûtera plus d'1,7 milliard d'euros aux Français sans bénéficier aux agriculteurs. Stéphane Travers dénonce une série de fake news. Daniel Grémier, quel est votre avis sur ce sujet? Je pense que c'est un faux problème. Et je voudrais revenir sur le bio 30 secondes. Le propos de la majorité sénatoriale ici n'est pas de dire qu'on ne veut pas de bio. C'est vraiment une caricature. On est passé sur la question des prix. Oui, mais j'y arrive. Parce que la conséquence, c'est de savoir comment les Français peuvent effectivement supporter ce qu'il y a dans l'assiette et dans le panier de la ménagère. Notre position, c'est de dire, moi j'aime bien pouvoir regarder les gens, y compris dans quelques années, dans les yeux. Il ne faut pas leur mentir, des crises sanitaires, il y en aura toujours, y compris avec des productions bio. C'est ce que je veux dire, parce qu'on est avec du vivant. Donc il faut arrêter de faire des caricatures. Concernant les prix, il y a une grosse question. C'est quelle politique agricole européenne? Parce que le prix, c'est quoi? Le revenu de l'agriculteur, le revenu et les conséquences pour le panier de la ménagère. Aujourd'hui, la politique agricole commune bénéficie au panier de la ménagère. Si aujourd'hui, on a une alimentation dans les conditions qu'on a plus accessibles, parce que n'oublions pas quand même qu'on a un tiers des Français qui font leurs courses à l'euro près. Donc on ne peut pas être insensible à ça. Et quand j'entends le ministre nous dire il faut monter en gamme sur les produits pour avoir une meilleure valorisation du produit, oui, mais on n'a pas attendu après le ministre et cette loi pour le faire. Mais n'oublions pas, au contraire, cette frange de Français qui ont besoin d'une alimentation saine, sûre et durable dans des conditions accessibles. Et le mariage de la politique agricole commune avec la politique française et les incohérences qu'il peut y avoir dans le discours du président de la République entre le discours de Rungis et le discours de la Sorbonne, c'est terrible. Parce qu'on a d'un côté une France qui alourdit les conséquences, les conditions d'exploitation pour nos agriculteurs, et de l'autre côté, qui est en train de démissionner sur l'ambition européenne de l'agriculture. Et les Français dont vous parlez ont vraiment envie de savoir si à l'issue de cette loi, ils vont payer plus cher leur panier. Joël Labbé. Oui, il y a une autre annonce du président de la République à Rungis, c'est la question du paiement pour services environnementaux. Si véritablement ces paiements-là étaient mis en œuvre, et j'espère qu'ils vont l'être, l'agriculture biologique, pas d'incidence sur la santé publique, pas d'incidence sur la biodiversité et les pollinisateurs, pas d'incidence sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de sol. Donc ça, ce sont de véritables services environnementaux. Une partie très importante des aides européennes de la PAC devrait être ciblée vers les agricultures vertueuses. Et c'est comme ça que l'on pourra avancer rapidement, parce qu'on est quand même en situation d'urgence. Il ne faut pas oublier de le dire. Gilles Fumet. Michel-Édouard Leclerc parle pour son business. Voilà. Personne ne lui a demandé de défendre notre pouvoir d'achat. Voilà. Je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de personnages qui constamment s'occupent de nos achats. À l'époque où le bio était cher, il y avait quand même une frange de la population qui a accepté de payer plus cher pour lancer justement ces filières. Donc c'était bien la preuve que, je veux dire, il y a des formes de solidarité dans la société entre ceux qui effectivement ne peuvent pas payer, mais qui aimeraient probablement avoir une alimentation plus sûre, et puis ceux qui peuvent payer et qui enclenchent la chose. Donc je pense que c'est là, pour le coup, je suis d'accord avec le ministre. Je crois qu'on ne va pas payer plus cher, parce qu'il faut savoir que quand vous achetez du bio cher, vous gaspillez beaucoup moins. Vous jetez pas, voilà, vous faites attention à vos achats, vous achetez moins de viande et c'est reporté sur le... Donc il y a tout un travail qui se fait chez les gens qui passent aux filières locales et qui effectivement se soustraient à ces grands mastodontes de la distribution qui sont profondément malhonnêtes. Fabien Gay. Je suis d'accord. Monsieur Leclerc dit on va augmenter les prix pour les consommateurs, mais c'est les paysans, ils n'en verront pas le jour. Donc où c'est que va passer l'argent? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais c'est sûr que potentiellement, ça va augmenter un peu le prix pour les consommateurs. Je suis d'accord avec M. Travers. Si la question n'est pas que sur le bio, elle est aussi sur l'agriculture locale. Il faut mettre les deux. C'est le local et le bio. Il faut éduquer. Si c'est pour consommer plus local et un peu mieux bio, peut-être que certaines personnes, tout le monde ne peut pas, sont capables de payer quelques centimes en plus. Mais après, sur la grande distribution, il faut expliquer comment se fabrique le prix.
Et là, c'est la grande distribution et ceux qui transforment qui s'en mettent plein les poches. Et c'est le consommateur et les producteurs des deux côtés de la chaîne qui en payent. Ça, nous le refusons. Si cette loi conduit à ça, c'est sûr que nous le refusons. Il faut que nous ayons un vrai indicateur des prix, juste rémunérateur pour les producteurs et qui soit le juste prix pour les consommateurs. Ça veut dire que M. Leclerc, avec d'autres, va devoir réduire un peu ses marges. Mais là, on met le doigt sur quelque chose dont la loi alimentation et agriculture ne veut pas parler. Et là est un problème. L'autre question posée par ce texte, le consommateur y gagne-t-il en termes de sécurité alimentaire, de traçabilité et d'information sur le produit? Il va y avoir du nouveau sur l'étiquetage. On pourra par exemple voir sur certains de nos produits nourris aux OGM, insuffisant répondent certaines associations et notamment Foodwatch. Le gouvernement répond en substance aux associations et aux citoyens. C'était gentil de participer, mais l'on va plutôt faire confiance aux industriels. Bah non, on ne va pas leur faire confiance. L'autorégulation ne fonctionne pas. Fin de citation. Du nouveau sur l'étiquetage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, et ce sera effectivement notre dernier thème de ce débat, il y a un réel progrès sur l'étiquetage? Alors, à l'Assemblée, il y a eu un amendement, Barbara Pompili, justement, qui était assez complet et qui est passé à la majorité à l'Assemblée. Il est tout de suite tombé au Sénat. Alors, j'espère qu'on va pouvoir le réhabiliter en séance. Vous savez, j'ai demandé un certain nombre de votes à scrutin public pour que véritablement chacun vote en son âme et conscience et qu'il ne soit pas sous l'influence de son parti ou de je ne sais quel groupe de pression. Daniel Grémier, sur cette question de l'étiquetage. La réponse elle est très simple. C'est pas si vieux que ça, dans le cadre de la loi Sapin 2, proposé qu'on expérimente au niveau national l'étiquetage, notamment sur l'origine des matières premières qui sont dans nos assiettes. Je vous rappelle que c'est une dérogation que nous avons eue de Bruxelles et qu'il était urgent et important que le ministre s'en occupe. Ça, c'est le silence radio, plus personne s'en occupe. Et dans les débats parlementaires, communautaires qu'on a aujourd'hui, c'est plus à l'ordre du jour. Donc sur la traçabilité, la connaissance de l'origine des produits, mais bien sûr, sur l'autre question, sur la manière de produire, je parle là encore en connaissance de cause, mais on n'a pas attendu après la loi. Aujourd'hui, les débats, je parle de ma région, mais il n'y a pas que ma région, sur des productions de lait sans OGM, alors qu'il n'y a pas d'interdiction. Par contre, je pose la question, il faut aller au bout du raisonnement. Si on dit pas d'OGM, donc ça veut dire qu'il faut aussi trouver des matières protéiques non OGM. Ça veut dire que la France doit être capable d'être motrice. Elle peut être pionnière. Or, elle ne l'est plus. Je vous rappelle, permettez-moi d'aller au bout. Le concret, c'est qu'en 2018, alors qu'il y avait, ça avait été mis en place par le ministre que je soutenais pas, mais je rends hommage à ce qu'il avait fait, Stéphane Le Foll, sur les protéines végétales, ça a été abandonné depuis le 1er janvier 2018. Donc, si l'Europe veut trouver son indépendance, si on veut apporter une sécurité, une honnêteté vis-à-vis des consommateurs, parce que là encore, le sujet qu'on a ce soir, pour moi, il est passionnant. Parce qu'il ne faut pas mentir aux consommateurs non plus, comme il ne faut pas mentir aux agriculteurs. Parce que demain, on va dire aux agriculteurs français, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela, et on aura des consommateurs qui auront dans leur assiette ce qu'on interdit aux paysans de France, sans le savoir. Donc la vraie question aujourd'hui, effectivement, c'est d'avoir une traçabilité, mais une traçabilité qui est volontaire. On n'a pas besoin d'avoir une loi pour nous dire... Sur ce point, il y a un amendement très rapidement, précis, il nous reste moins de 2 minutes et on a nos deux autres un intervenants. amendement très précis qui propose justement d'interdire l'importation de produits contenant des substances interdites en France. Alors, est-ce qu'on va trouver une majorité pour le voter ou pas? J'espère vivement que oui, et comme ça, le problème sera solutionné. C'est une résolution qu'on a votée au Sénat à l'unanimité. Donc, il n'y a aucun problème. Non, mais sur la traçabilité... Fabien Gay puis Gilles Fumet. Sur la traçabilité, oui, et 100 fois oui. Il faut que les consommateurs sachent. Moi, je le redis, sur les traités de libre-échange, il faut qu'on sache où vient la viande, par exemple, si elle vient d'Argentine, si elle vient de Nouvelle-Zélande et d'Australie. On avait eu ce débat et on était tombé d'accord en plus. Et qu'elle soit traitée aux OGM. C'est quand même, je pense que quand on a un steak sur l'assiette, je préfère savoir s'il a été produit par un producteur local en France ou s'il a été produit par un producteur australien. Donc, 1000 fois oui, et je pense qu'il faudra qu'on s'oppose. Je pense qu'il faut sortir l'agriculture de ces traités de libre-échange parce qu'on pense que c'est un bien commun de l'humanité. Et là aussi, je pense qu'on peut trouver une majorité sur cette question-là. Gilles Fumet.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire votre collègue. Et je crois que l'agriculture, les produits agricoles ne doivent pas être traités comme des marchandises banales. Voilà. Et parce que notre survie en dépend. Je suis scandalisé de voir qu'on est, avec le Mercosur, en train d'ouvrir les frontières à de la viande argentine, alors même que nos filières sont en difficulté en France. Là, il y a vraiment des choses qui sont... Alors, pour la traçabilité, je dirais, donc, quand on saura effectivement d'où vient la viande dans les restaurants, eh bien, on laissera la viande argentine et on mangera de la salade. Quant à Très rapidement. Voilà, là, je crois qu'il y a eu une affaire qui est restée en travers de la gorge des consommateurs, qui est celle du Nutri-Score. Il y a eu quelque chose qui n'est pas obligatoire. Voilà, système d'étiquetage. Et là, je crois que cette politique qui consiste à dire laissons les industriels faire leur propre étiquetage. Et je dis au Sénat que les sénateurs disent faisons la loi sans la loi. Parce qu'au fond, c'est ça que vous faites. Et à chaque fois qu'on détricote quelque chose, on fait un texte de loi dans lequel il n'y a plus rien. Et je crois qu'il faut vraiment réfléchir au Sénat à cette question qui consiste à penser qu'au fond, il suffit juste de faire un cadre et puis que... Et le message est lancé, je suppose qu'ils vous ont entendu. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Sébastien Arzac de l'association L214 Éthique et Animaux à Jérémy Deserle, président des Jeunes Agriculteurs. On va revenir sur un autre volet du texte, cette question du bien-être animal. Il y a débat sur la présence obligatoire ou non des caméras dans les abattoirs. Est-ce que le texte va assez loin? Là aussi, on va en débattre juste après ce sujet d'Héloïse Grégoire. Attention, certaines images peuvent choquer. Des cochons maltraités, des animaux accrochés vivants. Ces images tournées clandestinement ont fait le tour de la toile et heurté une partie de l'opinion publique. Des vidéos diffusées par l'association L214 qui dénonce, et cela depuis plusieurs années, la souffrance et la maltraitance des animaux. Leur combat est loin d'être passé inaperçu. Le projet de loi agriculture et alimentation, débattu actuellement sur les bancs du Sénat, intègre ce volet sur le respect du bien-être animal. Ainsi, le projet de loi examiné par les sénateurs stipule que des vidéosurveillances pourraient être installées dans certains abattoirs dans le cadre d'une expérimentation basée sur le volontariat. Autre point, dans chaque établissement d'abattage, une personne sera désignée comme responsable de la protection des animaux. Le projet de loi prévoit également le doublement des sanctions en cas de mauvais traitement, passant d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Pour les associations de défense, le projet de loi n'apporte aucune avancée significative. Selon eux, la vidéosurveillance devrait être obligatoire dans chaque abattoir. Pour rappel, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Sébastien Arzac, cofondateur de l'association L214 Éthique et Animaux. Bonsoir, merci d'être ici. Jérémy Deserle, président des Jeunes Agriculteurs, merci à vous également. On vient de l'entendre, la loi devrait lancer une expérimentation de la vidéosurveillance dans les abattoirs sur la base du volontariat. Pour vous, ça ne va pas assez loin, Sébastien Arzac? Ça avait été voté à l'Assemblée nationale, donc c'était une mesure qui était issue d'une commission d'enquête sur les abattoirs. C'était Olivier Falorni qui avait porté cette mesure. Donc l'Assemblée nationale avait déjà voté l'installation de caméras. En fait, là, il y a eu un amendement qui a consisté en fait à annuler en fait cette loi, puisque l'expérimentation, n'importe qui peut faire une expérimentation, donc ça sert absolument à rien. Il y a déjà des abattoirs qui le font, donc c'est nul et non avenu, il n'y a rien en fait. Jérémy Deserle, il faut les rendre obligatoires ou vous êtes contre ces vidéos de surveillance dans les abattoirs? Encore une fois, c'est un dossier sur lequel et un sujet sur lequel il faut être le plus pragmatique possible, et donc une expérimentation, c'est déjà mieux que rien. Même s'il y a quelques abattoirs qui le font déjà. Donc voilà, une obligation, et sans qu'il y ait réellement une réelle idée de ce que ça peut apporter, ça me semble pas être pertinent. Alors voilà, que la loi permette en tout cas de traiter ce sujet-là, c'est déjà une avancée qui me semble pas tout à fait, sur laquelle il faut pas être indifférent, quoi. Pourquoi pas une réelle utilité de ces caméras? S'il y a des abus dans les abattoirs, la vidéo permet de le voir. C'est ce qu'a fait mais là, ça interdit pas qu'il y en ait. Après, voilà, ce qu'il faut regarder,
personne a peut-être envie de se faire filmer. Enfin, on n'est pas non plus dans de la caméra ou de la télé-réalité. Je veux dire, voilà, les gens se feraient filmer toute la journée, peut-être que c'est pas pertinent. Et donc, il faut traiter ça de manière voilà, cohérente. Et s'il y a de l'expérimentation, nous, en tout cas, on n'est pas contre l'expérimentation et regarder qu'est-ce qui peut être le plus malin, en tout cas, pour voilà, rendre ça efficace. Sébastien Herzog, qu'est-ce que vous répondez à cela? Sur la question des caméras, en fait, ça vient un peu pallier des carences des services vétérinaires aujourd'hui. Qui sont eux-mêmes chargés des contrôles? Ils sont censés être là en permanence, en fait. Donc, de toute façon, les caméras, il faut bien être clair, c'était sur les postes d'amener des animaux, de mise à mort des animaux, dans des postes sensibles, où il y a normalement des services vétérinaires. Donc, il n'y a pas une histoire de flicage, c'est pas des caméras qui sont installées dans des vestiaires ou des choses comme ça. Des caméras, il y en a déjà de toute façon sur les quais, souvent des abattoirs, pour simplement une histoire d'organisation des abattoirs. Donc, les employés sont de toute façon théoriquement sous contrôle. Pourquoi théoriquement? Vous nous dites en fait les services vétérinaires ne font pas leur boulot, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de procès-verbaux? C'est pas moi qui le dis, c'est l'OAV, c'est les inspecteurs de la Commission européenne qui ont constaté à plusieurs reprises qu'il y avait des carences au niveau des contrôles des services vétérinaires, c'est-à-dire qu'en France, quand vous avez la réglementation qui n'est pas respectée, qu'un seul point de la question animale, bien sûr, la réglementation, les sanctions ne sont pas suivies des faits et elles ne sont pas dissuasives. Pour une petite anecdote, on avait interviewé le directeur de l'abattoir de Limoges, qui est un des plus gros abattoirs municipaux en France. Et dans cet abattoir, quand on a interrogé le directeur sur le nombre de procès-verbaux qui avaient été donnés à l'abattoir, il était incapable de se remémorer le dernier procès-verbal qu'il avait dressé. Exactement. Et c'est un abattoir dans lequel on avait un lanceur d'alerte, Mauricio, qui avait permis l'installation de caméras dans cet abattoir. Suite à ces caméras qui ont été mises juste quelques jours, on a eu énormément d'infractions qui ont été relevées sur la vidéo. Le tonneau de contention, c'est-à-dire l'endroit où les bovins sont amenés avant d'être étourdis ou pas, et mis à mort, n'était pas conforme. La mairie a mis plusieurs centaines de milliers d'euros pour le remplacer. Ce qui montre bien qu'en fait, les services vétérinaires ne font pas leur travail. C'est rien que sur ce point-là de la réglementation. Jérémy De Sernes, les services vétérinaires ne font pas leur travail. C'est une accusation lourde qui semble fondée sur une réalité. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Les syndicats aussi, de vétérinaires. Sur une réalité. Enfin voilà, il a pris qu'un exemple. Pour vous, c'est un exemple anecdotique? Mais non, mais encore une fois, on fait d'une généralité. Sur ce sujet-là, enfin, les abattoirs, c'est pas une cour d'école, quoi. Effectivement, les animaux, ils vont pour se faire tuer. C'est pas pour ça qu'il faut les faire souffrir. C'est pas ce que je dis, attention. Mais je veux dire, on va jamais rendre une abattoir jolie aux yeux de la population. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle des services vétérinaires, qui sont très peu fréquents, et qu'il n'y a pas de procès-verbaux. Mais peut-être qu'il y a un manque de ce côté-là. Mais comme dans d'autres, on pourrait parler, ça a été évoqué dans l'émission tout à l'heure, de l'étiquetage des produits agricoles, bah oui, on peut pas mettre effectivement un flic à tous les coins d'un abattoir, et donc peut-être qu'il y a des manquements de ce côté-là et que les sanctions sont peut-être pas au niveau où elles devraient être. Bon, ma foi, après, enfin, je veux dire, il y a aussi d'autres sur d'autres sujets où d'autres sont pas sanctionnés aussi, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Et je pense que la loi, enfin, ce qui est proposé là, permettent d'amener un peu d'avancée quand même. Alors on a aujourd'hui un ministre de la Transition écologique très concerné par le sujet du bien-être animal. En novembre dernier, voici ce qu'il avait déclaré dans une interview à l'Obs. À partir du moment où l'on doit tuer un animal, il faut limiter au maximum sa souffrance. L'animal a une conscience. Il y a moins d'un an, il demandait même la création d'un groupe de réflexion. Écoutez. Je vais créer un groupe de réflexion sur le bien-être animal. C'est un sujet de société, il ne faut pas avoir peur de l'aborder. Ça n'est pas opposer les humains aux animaux, c'est justement, me semble-t-il, un indice de civilisation, d'être capable de se poser des questions essentielles sur le bien-être animal. Sébastien Herzog, est-ce que c'est un discours qui vous paraît rassurant de la part de Nicolas Hulot? Est-ce que vous vous dites avec lui, on va quand même aller dans le bon sens? Je crois qu'il a pieds et mains liés. Il ne peut absolument rien faire dans ce gouvernement aujourd'hui.
Il n'y a rien qui avance sur la question du bien-être animal. On l'a vu avec justement la loi sur l'alimentation et l'agriculture déjà à l'Assemblée nationale. Et je ne pense pas que le Sénat, qui est plutôt conservateur sur ces questions de société, va faire évoluer le texte. Bien au contraire, il va encore plus le vider de ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a aucune avancée sur le bien-être animal. Il y avait l'occasion d'interdire les cages pour les poules pondeuses. C'était un engagement aussi d'Emmanuel Macron, un engagement qui n'a pas été honoré. Il y avait par exemple l'interdiction de la castration des porcelets et plein d'autres choses, des alternatives végétariennes dans la restauration collective. Il n'y a eu absolument aucune avancée. Donc je ne sais pas si c'est une question de sincérité, de déclarations qui ne sont pas suivies des faits, simplement de fait qu'aujourd'hui Nicolas Hulot ait aucune possibilité de faire avancer ses idées ou de les proposer. Je ne sais pas combien de temps il va encore tenir dans ce gouvernement, mais aujourd'hui, si on faisait le bilan aujourd'hui, là, à cet instant T, il serait négatif. Et il n'y a pas que moi qui le dis, toutes les associations, même environnementalistes, le disent aussi. Au niveau du bien-être animal, il n'y a absolument rien du tout qui a été fait sur ce gouvernement. Jérémy de Sernes, est-ce que le bien-être animal est une notion qui existe dans la loi, qui existe dans les textes depuis 1976, est une notion qui parle aux jeunes agriculteurs ? Bien évidemment, mais encore une fois, cette loi, elle a pour premier objectif de ramener du revenu aux agriculteurs. Donc ça se fait forcément au détriment du bien-être animal ? Non, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'il faudra apporter de mieux pour développer les exploitations, pour répondre encore mieux aux questions de bien-être animal, il faudra que ce soit aussi en adéquation avec le revenu qui sera plus conséquent pour les agriculteurs. Pour développer des outils, pour améliorer les conditions d'abattage, pour améliorer les conditions de vie des animaux, malgré tout, il faut un peu d'argent. Et aujourd'hui, les paysans n'en ont pas et ne peuvent pas non plus développer tous ces outils. Alors après, on peut dire qu'il faut tout de suite mettre ça dans la loi, l'inscrire et puis le faire appliquer. Mais ce qu'on fera dans ces cas-là, c'est qu'on tuera encore une partie de l'agriculture, qu'encore une fois des paysans disparaîtront et on continuera de manger de la viande de bœuf, du poulet, on continuera de manger des œufs en cage, mais ça viendra tout d'ailleurs avec des conditions de bien-être animal qu'on contrôlera, qu'on maîtrisera encore moins. Donc voilà, après, quand je parle de pragmatisme en introduction du sujet, c'est là-dessus où il faut, quand on dit il n'y a rien eu de fait, faut regarder les conditions animales, comment elles ont pu évoluer ces 20 dernières années. Vous avez dit sur ce gouvernement. Mais il faut aussi regarder tout ce qui a été aménagé. Les bâtiments d'élevage ont quand même changé. Alors il y a peut-être une question sur les poules en cage, qu'il faut retravailler, mais je veux dire, voilà, ça se fait pas non plus en 2 coups de cuillère à peau. Et il faut surtout prendre un peu le temps de faire attention aussi, et ça a été évoqué dans l'émission de tout à l'heure, que les produits d'ailleurs, peut-être encore moins bons, répondant encore moins en tout cas aux attentes sociétales d'aujourd'hui, n'arrivent pas en France. Par exemple, sur les poulets de chair, c'est 800 millions d'animaux qui sont tués chaque année en France. Donc il y a 7 animaux sur 10 qui sont tués dans un abattoir, ce sont des poulets. La France est un des pays où on a le plus fort taux de densité d'élevage. On a des densités d'élevage qui sont plus fortes qu'au Brésil. Donc ça, c'est un peu une légende de dire que les autres pays font moins bien que la France. Et en France, le modèle d'élevage aujourd'hui qu'on a aujourd'hui, le siècle dernier, on avait plus de 50% de la population active qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, on a moins de 3%. Ça, c'est le modèle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas les lois environnementales, c'est pas la question du bien-être animal qui a fait la catastrophe dans laquelle on est plongé aujourd'hui. 95% des cochons sont élevés sur un sol bétonné sans jamais avoir accès à l'extérieur. Les poules pondeuses, c'est 7 poules sur 10 qui sont dans des cages sur un sol grillagé. On est obligé de leur épointer une partie du bec pour éviter le cannibalisme. Le modèle d'élevage qu'on nous a construit aujourd'hui, qui a vendu d'ailleurs la FNSEA, c'est un modèle d'élevage hyper productiviste qui défend l'élevage des 1000 vaches, par exemple. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a. C'est non seulement un modèle d'élevage qui fait du mal aux animaux, qui fait des éleveurs, des gens qui sont dans des contrats d'intégration, c'est-à-dire qui dépendent d'une filière agroalimentaire,
agroalimentaire. C'est le cas de Doux, c'est le cas de Maître Coq. Les éleveurs ont leurs bâtiments, ils vont s'endetter avec le Crédit Agricole qui leur dit faites des bâtiments. Les groupes vont leur donner des poussins, vont leur dire vous donnez telle alimentation qu'ils vont acheter au groupe, et à la fin on leur prend les poulets. Et en fait, ils sont devenus des salariés de l'industrie agroalimentaire. C'est ça aujourd'hui le modèle agricole français en grande majorité. Et je pense qu'on pourrait se rejoindre là-dessus, qu'il y a quelque chose au niveau des éleveurs. Pas sûr. Mais même au niveau des cages pour les poules pondeuses. Aujourd'hui, s'il y a un élevage en cage, un éleveur qui se retrouve dans un élevage en cage, c'est 100 000 poules pondeuses. Son boulot, c'est de rentrer dans un bâtiment sans fenêtre, de ramasser les cadavres et de voir que les mécanismes, les automatismes fonctionnent. C'est ça le travail d'éleveur, c'est ça que les éleveurs ne peuvent pas être fiers avec ça. Mais si on ferme un élevage en cage, en batterie, c'est 6 ou 7 élevages en plein air qui sont obligés de fonctionner pour remplacer cet élevage-là. Et donc là, je pense qu'un éleveur qui a des poules qui sortent en plein air, il va être plus fier de son métier. Je pense que là, on peut se rejoindre là-dessus. L'intensification, l'industrialisation de l'élevage aujourd'hui, dans lequel on est plongé aujourd'hui, n'est pas bon ni pour les animaux, ni pour les employés, ni pour les employés d'abattoirs qui vont tuer, sur l'abattoir de Doux, c'est 240 poulets à la minute. Jérémy Desernes, vous avez moins d'1 minute pour lui répondre. Qu'est-ce que je voulais répondre à ça? On fait encore d'une généralité, des cas un peu particuliers. Donc à chaque fois, voilà, il a donné tout un tas de chiffres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est pas. Oui, mais c'est des pourcentages, c'est des chiffres. L'agriculture française est enviée par beaucoup d'autres pays. Alors on peut nous dire qu'elle est dégueulasse, mais ma foi, voilà, comme c'est traité, industrialisé, tout ça. On a toujours un modèle d'agriculture familiale aujourd'hui en France, et c'est celui-là qu'on veut défendre. Et c'est pas en interdisant tout de suite qu'on arrivera à sortir les agriculteurs de la panade dans laquelle ils sont. Voilà, il faut leur donner un peu de moyens et puis redonner un peu de sens au métier. Là, ma foi, en disant ça, on critique encore un peu les agriculteurs et on ne les met plus bas que terre. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons le sociologue Dominique Volton. Avec lui, nous allons revenir sur la visite d'Emmanuel Macron au Vatican, sur sa rencontre avec le pape François. L'entente entre les deux hommes n'était pas évidente, il y avait un passif. Pourtant, les images montrent des échanges très chaleureux. Julie Hulin. Sourire, poignée de main, embrassade inédite et très longue entrevue. Pour leur première rencontre, Emmanuel Macron et le pape François ont multiplié les amabilités. Les deux hommes se sont entretenus presque 1 heure dans la bibliothèque du Vatican, loin de la demi-heure prévue à l'agenda. Au programme de leur échange, la crise migratoire, l'environnement, l'Europe et la laïcité. Dans l'après-midi, Emmanuel Macron est arrivé à la basilique Saint-Jean de Latran afin de recevoir son titre de premier et unique chanoine d'honneur. Un titre honorifique que François Mitterrand et François Hollande avaient refusé avant lui. L'occasion d'une courte prise de parole. Aujourd'hui, la présence du chef de l'État français souligne la volonté de la France d'approfondir les relations d'amitié, de compréhension, de confiance qu'elle entretient avec le Saint-Siège, comme je l'ai évoqué ce matin avec sa sainteté le pape François. Une visite lourde de symboles que certains politiques français n'ont pas manqué de dénoncer au nom du principe de séparation de l'Église et de l'État. Et on va aller plus loin avec notre invité dans cet entretien, Dominique Volton. Bonsoir, sociologue, Bonsoir. Directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié un livre d'entretien avec le pape François, Politique et société, un dialogue inédit. Je crois que vous le revoyez encore la semaine prochaine et de toute façon, vous le voyez assez souvent. Je voudrais votre avis sur cette visite, sur les images qu'on a vues. On a été frappé par la longueur de l'entretien, c'est un record, 57 minutes. On est aussi frappé par la chaleur apparente, en tout cas, de leurs échanges. Regardez, accolades, sourires, même des embrassades. C'est le style Macron. Vous pensez que ça a plu au pape François? Ah non, le pape est un tactile, hein. C'est un latino-américain, c'est un argentin, donc il aime parler, il est chaleureux, il va vers les gens, il leur tend les mains, et donc par conséquent, je pense qu'une de ses forces au pape, c'est cette capacité d'humanité. Bon, ils n'avaient aucune raison d'avoir des discussions violentes pour la première fois qu'ils se voyaient. Le président Macron est assez séducteur et séduisant. Le pape l'est aussi, il a un regard qui est extraordinaire. Moi, la première fois que je l'ai vu, il a un regard d'une chaleur. Lui, il a à la fois le pape, c'est certain, ça se voit, et la bonté. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Par contre, le débat de fond, sur le débat sur la laïcité, il ne faut pas exagérer, il y a des divergences, mais ce n'est pas catastrophique. Le plus grave, c'est évidemment sur l'immigration. Et d'ailleurs, le pape a eu cette intelligence de mettre cette question de l'immigration dans le début de son pontificat, et il ne lâche pas.
Oui. Et vous avez vu la réaction de plus en plus violente dans le monde et en Europe. Et là, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que ce soit pour des valeurs démocratiques de l'Europe ou pour des valeurs religieuses, par définition, nous sommes tous des enfants d'immigrés et des fils et des arrière-petits-fils d'immigrés. C'est l'accueil. Mais alors, si le souverain pontife, qui effectivement a plutôt condamné l'indifférence de l'Europe sur ce dossier, le pape n'a pas dû beaucoup apprécier l'attitude de Paris qui a refusé cet Aquarius. Vous pensez que ça s'est dit, ça, dans ces échanges? Non, mais il a cette franchise-là, le pape François, oui. Sans problème, parce que vis-à-vis des chefs d'État et du gouvernement qui lui demandent à le voir, il est assez direct il est tout à fait capable de le dire. De toute façon, il l'a fait dire. La diplomatie vaticane l'a dite. Ça a été à Vatican News. Donc, par conséquent, la position du pape est très claire là-dessus. C'est-à-dire, oui, bien sûr, on doit tenir compte des conditions d'accueil, mais on doit accueillir. On doit accueillir. Et d'ailleurs, parenthèse, c'est les pays du Sud, Grèce, Turquie et Italie qui ont été les plus accueillants. Nous, les Français, pas tellement du tout. Les Espagnols, davantage. Et plus on monte dans l'Europe, plus on va vers l'Europe centrale et orientale, plus hélas. Donc il y a un vrai problème politique. Ça, c'est un vrai sujet de divergence entre le pape François et Emmanuel Macron. Bien sûr, c'est le principal sujet de divergence en Europe. Quand le pape dit l'Europe grand-mère doit se réveiller, c'est un peu ce qu'il dit, parce que lui, c'est un fils d'immigré italien, donc il adore l'Europe. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes la partie la plus riche du monde, vous êtes 500 millions, 28 pays. Il l'adore ou il la considère comme un peu riche et égoïste? Non, il dit riche et égoïste. Il faut que l'Europe grand-mère se réveille. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle a tout pour être formidable, d'autant que le pape a eu une grand-mère qui a joué un rôle important dans sa vie. Donc par conséquent, réveille-toi l'Europe grand-mère. Et ça veut dire que c'est vrai, on est frileux, on est conservateur, on est quand même très hostile à l'autre. La question centrale dans un monde ouvert, où tout va à toute vitesse, c'est comment va-t-on supporter l'autre? La question de l'altérité et de la haine de l'autre, c'est la question pour l'avenir du monde. Ça ne sert à rien d'avoir de l'Internet partout, si partout on ferme des murs, on fait des frontières, on dit on ne peut pas en recevoir 2000, on ne peut pas en recevoir 50 000. Donc le pape, il a tout à fait raison. Il a commencé son premier voyage, le mois de son élection, il a été à Lampedusa. Et quand le maire de Nice... Le symbole était fort. Extrêmement fort. Et dans le retour, il a dit, écoutez, qui suis-je pour condamner les homosexuels? Premier voyage, condamnation des politiques européennes d'immigration, et deux, une ouverture forte sur la question des mœurs. Alors on sait ce qu'il pense de l'Europe et de la France. C'est un pays qui l'intéresse peu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'abord, la preuve, c'est que... Ça fait 5 ans que l'épiscopat français demande au pape de venir en France. Il y a une réticence? Mais non, oui, tous les pays riches, développés, catholiques disent la France, fille aînée de l'Église, veulent qu'ils viennent. D'abord, s'ils n'aimaient pas les Français, je vous rappelle quand même que je suis un Français, je suis le seul à avoir fait un livre avec le pape depuis tous les papes, avec une liberté parce que je suis agnostique. Donc par conséquent, il n'a rien contre les Français et la France. Il aime l'intelligence, l'esprit voltairien, etc. Simplement, il dit pour la France comme pour l'Allemagne, comme pour les pays riches, vous n'avez pas besoin de moi tout de suite. Vous êtes riche, vous avez des problèmes, vous les résolvez. Et d'ailleurs, sa doctrine diplomatique, mais il ne la dit pas très bien, c'est qu'il choisit dans ses 25 déplacements qu'il a déjà fait, les petits pays ou les petits pays en guerre. Donc par conséquent, c'est un choix à la fois diplomatique et symbolique. Donc par conséquent, bien sûr qu'il viendra en France. Mais quand vous avez une idée? Il vous l'a dit? J'en ai discuté avec lui, mais... Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Non. Mais vous imaginez bien que le président Macron, il voudrait bien que le pape vienne, évidemment. Bon. Et le pape n'est pas suffisamment un peu idiot pour ne pas comprendre que l'autre voudrait qu'il vienne après avoir pris le chanoine du Latran. Mais c'est vrai que ce n'est pas une priorité. Il préférait évidemment que l'Europe et la France prennent une position plus ouverte sur les questions des immigrés. Et cette fracture démocratique qui est en Europe, elle vient aussi du fait que nous n'avons jamais assumé le fait en Europe qu'il fallait naturellement accueillir des... On a laissé la pensée d'extrême droite exclusive prendre trop de place en 30 ans, sans jamais que les forces politiques de droite, du centre ou de la gauche disent « Ok, on peut ne pas être d'accord, mais nous assumons ça ». Et c'est pas seulement parce que c'est un fils d'immigré, je crois que c'est parce que c'est la parole de l'Évangile, parce que quand on lisait l'Évangile, la première personne qu'on accueille, c'est l'immigré. Et comme dit le pape, nous sommes tous des immigrés. Et c'est une évidence, à 3 à 4 générations. Je le disais en introduction, il y avait un passif tout de même entre les deux hommes. Emmanuel Macron n'avait pas tellement digéré, si j'ose dire, le fait que le pape François ne choisisse pas pendant la campagne présidentielle entre Marine Le Pen et lui. Le pape François avait déclaré ceci: je sais que l'un représente la droite forte, mais l'autre, je ne sais d'où il vient. C'est de l'histoire ancienne aujourd'hui, après cette rencontre? C'est de la langue de bois momentanée, si je puis dire. Vous savez, les relations diplomatiques, c'est très intelligent, la diplomatie, parce que la diplomatie, ça consiste à ce que des gens qui sont d'accord sur rien puissent continuer à parler et à ne jamais rompre. Il ne faut jamais rompre. D'ailleurs, le pape dit en permanence, il faut ouvrir les portes, repousser les murs. Et de ce point de vue-là, il est jésuite et il est surtout très attaché à la capacité de négociation. C'est pas grave, c'est une parole comme ça. Il a bien suivi, évidemment, la campagne électorale, puisque c'était pendant ce temps-là que je faisais ce livre avec lui. Et on a échangé, parce qu'il a un humour extraordinaire, des tas de blagues sur la campagne électorale. Mais il est têtu, ce pape, Il a une très forte personnalité, il est très gentil, il a un sourire formidable, on voit sur les images, et qui n'est pas du tout fin, mais en même temps, il est pressé par le temps.
Il est en pleine forme physique, mais il ne lâchera pas sur un certain nombre de choses. Et sur les immigrés, je trouve c'est extraordinaire, parce qu'on ne pouvait pas penser à 5 ans que ça allait devenir un objet aussi fondamental pour la paix dans le monde et pour le respect des peuples et des cultures. Vous pensez qu'Emmanuel Macron l'a séduit? Il avait déjà un peu retissé le lien au moment de son discours devant le collège des Bernardins, et le pape lui avait manifesté d'ailleurs sa satisfaction. Est-ce que vous pensez que ces deux-là sont même faits pour s'entendre? Vous disiez ils sont tactiles, séducteurs tous les deux? Oui, mais c'est pas parce qu'ils sont séducteurs. Le président Macron est assez tactile. D'ailleurs, moi, je suis pour. Je pense que la communication, ça passe aussi par les gestes, par les odeurs, par les regards, par tout ça. Il n'y a pas de divergence fondamentale entre eux. La question centrale, c'est la question de l'immigration, dont du rapport à l'autre. Donc le courage qu'un homme politique a d'aller contre son opinion publique. Parce que c'est ça la question de l'immigration en Europe. C'est qu'à partir du moment où les dirigeants politiques, sous prétexte que les opinions publiques ne sont pas très favorables, il a deux solutions. Ou bien il suit l'opinion publique, ou bien il fait ce que font tous les hommes politiques courageux dans l'histoire, c'est qu'on est capable de se battre contre son opinion publique pour la faire évoluer. Et là, je pense que sur cette question-là, vous savez, il vient d'Amérique latine, donc il sait ce que c'est que la haine de l'autre, le pape. Il n'arrive en Europe qu'à 76 ans. Il la connaît, l'Europe. Donc, par conséquent, il dit aux Européens, résolvez comme vous pouvez, mais ne rejetez pas la mer, surtout qu'il dit également, et c'est bien expliqué dans le livre, qu'en gros, nous vendrons des armes, que nous ne sommes pas irresponsables dans la déstabilisation d'un bon nombre de pays, et quand les immigrés qui sont les victimes des guerres ou de la guerre économique arrivent, nous, on leur dit, écoutez, partez, allez vous noyer. Donc, il y a quand même, pour les pays riches, quelque chose qui ne va pas. Et pour les valeurs démocratiques laïques, ou pour les valeurs d'inspiration chrétienne ou tout simplement religieuse. Merci beaucoup Dominique Volton d'avoir été l'invité de notre entretien ce soir. Je rappelle le titre de ce livre, Entretien avec le pape François, politique et société, un dialogue inédit. Merci infiniment d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info, c'est Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonne soirée, restez au cœur du débat.